Et j'ai blessé 2 petites filles, donc je veux dire, y aura-t-il une punition? Lorsque les chefs de gang reçoivent des peines de réclusion à perpétuité, leurs réactions sont souvent explosives. De la colère au choc, ils réagissent avec incrédulité alors que le tribunal scelle leur destin. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les réponses les plus intenses et inoubliables à une vie derrière les barreaux. Numéro 12, Victor Rodas. Victor Rodas, membre de l'infâme gang MS-13, a orchestré un crime qui choque encore la communauté. Il a attiré Raymond Wood, 17 ans, de chez lui. Monsieur Rodas passerait très probablement la grande majorité du reste de sa vie derrière les barreaux, prétendant que c'était un simple deal de drogue impliquant de la marijuana. Mais ce qui a suivi était un cauchemar. Rodas a enlevé Wood et l'a conduit dans le comté de Bedford. Là, avec d'autres membres de MS-13, Rodas a perpétré une attaque brutale. Selon les rapports, la victime a été poignardée à plusieurs reprises et a finalement succombé à ses blessures. La violence a été rapide et impitoyable. Au tribunal, l'accusation a soutenu que Rodas avait planifié le meurtre. Ils ont pointé des messages textes menaçants échangés entre Rodas et Wood avant le meurtre. Ils ont dit que ce crime était le résultat d'une tension croissante entre les deux. La défense a essayé de peindre un tableau différent. Ils ont affirmé que Rodas avait pris Wood de son plein gré et l'avait déposé, sans savoir ce qui allait se passer. Ils ont soutenu que Rodas n'était qu'un spectateur, pas un participant au meurtre. La défense a également suggéré que Rodas avait peur d'un autre membre du gang, Corus Ventura, qui, selon eux, lui avait ordonné de conduire la voiture cette nuit-là. Ils ont insisté sur le fait que Rodas n'était pas directement impliqué dans le coup de couteau et agissait par peur. Mais les preuves étaient claires. Rodas, l'un des 5 membres de MS-13 accusés de meurtre au premier degré, ne pouvait échapper à son rôle dans le crime. Lorsque le verdict était tombé, 55 ans de prison, Rodas n'a montré aucune émotion. Son visage est resté impassible, même alors que son destin était scellé. Le tribunal était d'accord, la justice avait été rendue. Rodas a reçu la peine qu'il méritait. Pendant ce temps, 3 membres du gang NS-13 font maintenant face à des charges aggravées en lien avec le meurtre du jeune de Lynchburg, Raymond Wood. Pourtant, son histoire est un rappel sinistre des dangers de la vie de gang, où la violence est constante et la loyauté fugace. Ce n'était pas la seule fois qu'un gangster a reçu une peine qui ressemblait à de la justice. Il y avait le cas du notoire Young Thug, qui faisait face à des accusations de tentative de meurtre et de participation à des activités criminelles de gangs de rue à Atlanta, en Géorgie. Numéro 11. Young Thug. Young Thug, un rappeur qui est dans la scène hip-hop grand public depuis plus de 10 ans, n'est pas étranger à la célébrité. Il est célèbre pour sa polyvalence et a travaillé avec des artistes renommés tels que Drake, Chris Brown et Travis Scott, entre autres. Il semblait que rien ne pouvait se mettre en travers de son chemin, mais en réalité, un complot sinistre se déroulait silencieusement qui a abouti à son arrestation. L'arrestation de Young Thug, survenue le 9 mai 2022, a choqué la fraternité musicale. Ce n'était pas un cas ordinaire de bataille juridique. Le juge dans le procès RICO de Young Thug a ordonné à l'avocat du rappeur d'aller en prison pour outrage. C'était une vaste opération visant 28 personnes dans son label de musique, YSL Records. Cela comprend déjà 56 chefs d'accusation de divers degrés, dont certains sont des accusations graves en vertu de la loi sur les organisations influencées par le racket. Les allégations étaient graves. Meurtre, tentative de meurtre, vol, agression, vente de drogue et même menaces envers des témoins. Ce qui a vraiment secoué l'industrie, c'est la manière dont les procureurs ont construit leur dossier. Ils n'ont pas seulement utilisé des preuves traditionnelles, ils ont utilisé les propres paroles de Young Thug contre lui. Le rappeur avait réussi à se transformer en la seule source de preuves dont ils avaient besoin pour le condamner. Des chansons comme Anybody et des morceaux de son album Slime Language 2 ont été cités comme preuve de ses liens présumés avec des gangs et ses activités criminelles. Dans Anybody, il rappe « Je n'ai jamais tué personne, mais j'ai un lien avec ce corps », une phrase que les procureurs ont affirmée comme une admission claire. L'acte d'accusation n'a pas seulement accusé YSL Records d'être un label de musique. Il a étiqueté le groupe comme un gang de rue criminel impliqué dans diverses activités illégales. L'affaire contre Young Thug ne concerne pas seulement sa musique. Elle porte sur ce que les procureurs disent être une entreprise criminelle cachée à la vue de tous, avec Young Thug comme chef du gang vicieux. Les accusations sont graves et pourraient entraîner une peine allant jusqu'à 25 ans de prison pour Young Thug. Numéro 10. George Gale Thomas.
George Guel Thomas, un nom qui a autrefois semé la peur dans le cœur de beaucoup, était le chef impitoyable de l'un des gangs les plus notoires d'Afrique du Sud. Éloignez-vous des drogues, des armes, de l'alcool. Mais son règne, marqué par une violence implacable, a finalement pris fin lorsque la justice l'a enfin rattrapé. Né dans les années 1970 turbulentes à Cape Town, Thomas a grandi dans un monde où la pauvreté et la violence étaient nains des réalités quotidiennes. Les rues du Cap étaient son terrain de jeu, et dès son jeune âge, survivre signifiait souvent faire des choix qui scelleraient plus tard son destin. Personne n'aurait pu prédire que ce garçon, façonné par le désespoir et le manque d'espoir, deviendrait infâme en tant que chef de gang craint, connu sous le nom de violence. En grandissant, l'attrait de la vie de gang est devenu irrésistible. Attiré par le pouvoir et la protection offerts par les gangs locaux, il s'est rapidement immergé dans leur monde. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne rejoigne les rangs des 28, un sous-groupe du notoire Numbers Gang, l'un des plus dangereux d'Afrique du Sud. L'audace de Thomas et sa détermination impitoyable à protéger son territoire lui ont valu une réputation redoutable. Son influence a grandi et avec elle, un suivi fidèle qui l'a aidé à établir sa domination sur son quartier. Sous le règne de Thomas, les entreprises étaient extorquées pour de l'argent de protection, et ceux qui osaient lui désobéir étaient confrontés à une violence brutale, solidifiant son surnom « Violence ». Les gros titres étaient bientôt dominés par des histoires de la brutalité de Thomas. Son gang était impliqué dans d'innombrables actes de violence, y compris des meurtres, des agressions, des enlèvements et du trafic de drogue. À mesure que son empire criminel s'étendait, la liste des atrocités qui lui étaient liées et à son gang s'allongeait. Les forces de l'ordre ne pouvaient plus ignorer la vague de terreur. Une opération massive a été lancée pour démanteler l'empire de Thomas, avec des agents sous couverture risquant leur vie pour infiltrer son gang. Rassembler les preuves nécessaires pour le faire tomber a été un processus laborieux, mais les autorités étaient implacables dans leur quête de justice. Le jour du jugement est finalement arrivé. George Guel Thomas est retrouvé au tribunal, faisant face à une avalanche de charges incluant meurtre, agression et racket. La salle d'audience était chargée de tension alors que l'accusation présentait une quantité écrasante de preuves contre lui. Après des semaines de procédures intenses, le jury a délibéré. Lorsque le verdict a été rendu, la Haute Cour du Cap-Occidental a condamné Thomas à une peine effective de 175 ans de prison. Il a reçu des peines de réclusion à perpétuité pour chacun des 7 meurtres dont il a été reconnu coupable. En mai, le juge Chantal Fortuin a déclaré Thomas coupable de 7 chefs de meurtre, ainsi que de multiples chefs de racket, de conspiration, de tentatives de meurtre, de vol et de possession illégale d'armes à feu et de munitions. Ces victimes comprenaient Angelo Classen, Glenston Martin, Ousri Abrahams, Iwin Stridham, Cecil Barnes, Gresham Boyson et Nidine Davids. Thomas et 18 de ses coaccusés ont initialement fait face à 166 charges lorsque l'affaire a commencé 4 ans plus tôt. Cependant, 2 des accusés, Fred Williams et Jason Stinder, ont été acquittés de toutes les charges, bien que Williams ait été tué peu après sa libération. Malgré la gravité de la peine, Thomas a choqué tout le monde en souriant largement alors que le verdict du juge était de lu. Ce prochain cas plonge dans l'histoire glaçante d'un criminel dont la transformation physique est aussi terrifiante que les actes odieux qu'il a commis. Préparez-vous à affronter un récit qui fera frémir même les criminels les plus endurcis. Numéro 9. Caius Veovis. Aujourd'hui, Kimberly est prête et je sais qu'après une semaine de délibération autrement calme, c'était une fin plutôt dramatique pour cette affaire. Caius Veovis, autrefois connu sous le nom de Roy Gutfinski, est sorti des profondeurs du monde criminel à la fin des années 1990. Vejovis s'est rapidement taillé une réputation de figure impitoyable et redoutée dans la scène locale des gangs. Son voyage dans les ténèbres a commencé par un crime si dérangeant qu'il a donné le ton à la violence qui allait au suivre. En 1999, alors connu sous le nom de Roy Gutfinski, Vejovis a purgé près de 7 ans et demi de prison dans le Maine pour un crime qui a choqué la communauté. Lui et sa petite amie de 16 ans ont participé à une cérémonie rituelle de sang qui a impliqué de blesser un autre adolescent. La blessure a nécessité 32 points de suture. À cette époque, Gutfinski prétendait être un vampire et un adorateur de Satan. Cette personnalité ne ferait que devenir plus terrifiante lorsqu'il changerait plus tard son nom en Caius Veovis pendant son incarcération. Avançons jusqu'en août 2011 et Veovis a commis un crime si brutal qu'il défiait la compréhension.
Le trio a kidnappé et tué David Glasser, Edward Frampton et Robert Shadwell, utilisant une arme ressemblant à une machette. Leurs restes ont été découverts plus tard sur une propriété privée à Beckett. Le motif ? Glasser était marqué pour la mort afin de l'empêcher de témoigner contre l'un des coaccusés de Vaiovis, tandis que Frampton et Shadwell ont été tués simplement pour effacer des témoins. L'histoire a pris une tournure plus sombre lorsqu'un témoin de Home Depot à Pittsfield a pris la parole. Plus tôt, en août 2011, William Gregory, un employé du magasin, se souvenait comment Vaiovis, accompagné d'Eric Fox, était venu acheter des scies. Gregory ne pouvait pas oublier l'apparence troublante de Vaiovis. Il a témoigné que Fox avait pris une hache et avait imité le fait de couper quelque chose avant qu'il ne finisse par payer un ensemble de clés Starfold et parte. Cette brève rencontre deviendrait plus tard une pièce clé de preuve dans l'affaire. Le procès a été déplacé du comté de Berkshire, culminant avec un verdict sans doute sur la culpabilité de Vaiovis. Après une semaine de délibération, le jury du Massachusetts l'a déclaré coupable de toutes les accusations. 3 chefs de meurtre au premier degré, 3 chefs de kidnapping et 3 chefs d'intimidation de témoins. En vertu de la loi du Massachusetts, ces condamnations entraînaient une peine obligatoire de réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Vaiovis avait plaidé non coupable de toutes les charges, mais le jury a vu à travers son façade. Lorsque le verdict de culpabilité a été annoncé, Vaiovis, avec 2 rangées de cornes implantées dans son front et un tatouage 666 gravé dans sa peau, a explosé de fureur. Il a crié au jury de Springfield, déclarant « Je vous verrai tous en enfer, chacun d'entre vous. Je vous verrai tous en enfer. » Son éclat glaçant n'a fait que cimenter sa réputation de criminel sans remords et irréductible. Un chef de gang qui a embrassé les ténèbres, en lui sans hésitation. Numéro 8. Antonio Davenport. Le monde criminel de Durham, en Caroline du Nord, a été témoin d'une escalade glaçante de la violence, alimentée par la rivalité entre gangs et un désir de vengeance. L'histoire tourne autour d'Antonio Nathaniel Davenport, connu sous le nom de Lil Tony, et de Derek Lamont Dixon, également connu sous le nom de Smack, tous 2 membres des 8 Tray Gangster Crips, un gang de rue notoire impliqué dans tout, du trafic de drogue à l'intimidation de témoins. Davenport, qui se produisait également avec le groupe de rap basé à Durham 83 Baby, utilisait sa musique pour glorifier le mode de vie violent du gang, rappant sur la violence armée et les transactions de drogue. Le catalyseur de la violence qui a suivi s'est produit le 14 août 2019, lorsque Davenport a été attaqué par des membres d'un gang rival dans les rues du South Point Mall à Durham. Pour ajouter l'insulte à la blessure, les assaillants ont publié une vidéo de l'attaque sur Instagram, taquinant Davenport et son gang. Enragés, Davenport et Dixon, avec un autre membre du gang, Daval Nige Magwood, connu sous le nom de Paco, ont planifié leur vengeance. Ce même soir, Dixon et Magwood ont exécuté une fusillade à South Durham, préparant le terrain pour une tragique série d'événements. Dans les jours qui ont suivi, les tensions n'ont fait qu'escalader. Davenport a échangé des messages menaçants avec un membre d'un gang rival sur Instagram, alimentant encore plus le désir de représailles. Le dimanche 18 août 2019, le plan de vengeance a été mis en marche. Davenport, armé d'un pistolet de 9 mm, Dixon avec un pistolet de calibre 40 et Magwood avec un pistolet de style Assaut de 7,62, se sont mis en route pour traquer leurs rivaux. Leur cible était une voiture qu'ils croyaient appartenir à l'individu qui avait taquiné Davenport en ligne. Zion Person, âgé de 9 ans, profitait simplement d'une soirée d'été, voyageant dans la voiture de sa tante avec 4 autres enfants en route pour chercher des glaces. 30 minutes plus tard, un rappeur local a été reconnu coupable d'avoir tué un garçon de 9 ans à Durham. Dans un tournant tragique du destin, Davenport, Dixon et Magwood ont mal identifié le véhicule comme étant celui d'un membre d'un gang rival. Alors que Davenport suivait la voiture sur Leon Street jusqu'à l'intersection de North Duke Street, lui et Dixon ont déchaîné une pluie de balles, tirant plus de 20 coups de feu dans le véhicule. 2 de ces balles ont touché Zion, mettant tragiquement fin à sa jeune vie. Le cousin de 8 ans du garçon, qui était assis à côté de lui, a également été blessé dans l'attaque, compliquant encore plus le crime pour Davenport. Des accusations fédérales, y compris meurtre et racket, ont été portées contre lui. Il portait un bracelet électronique en raison de ses autres accusations en attente de violences domestiques. Les données de localisation du bracelet l'ont placé sur les lieux du meurtre ainsi qu'à la maison de Dixon et Magwood, avant et après la fusillade.
Les caméras de sécurité d'une école intermédiaire proche de la scène ont enregistré la voiture de Davenport, suivant celle de la victime seulement quelques minutes avant la fusillade. Dans un effort pour éliminer toute preuve possible, Davenport a fait peindre sa voiture en noir quelques jours après le meurtre. Un pistolet de 9 mm a également été retrouvé plus tard par les enquêteurs dans la voiture de la petite amie de Davenport, avec du sang et des empreintes digitales sur l'arme correspondant à l'incident. Dixon a plaidé coupable le 11 mai 2021 devant le tribunal fédéral, où il a admis des accusations de participation à une conspiration de racket et de meurtre dans le but de racket. Davenport a rencontré son destin le 7 juillet 2022, après qu'un jury l'ait reconnu coupable de meurtre en aide au racket, d'utilisation d'une arme à feu lors d'un crime de violence et d'avoir causé la mort d'un autre en utilisant une arme à feu lors d'un crime de violence. Les deux hommes avaient donc des antécédents criminels remontant à plusieurs années. Davenport avait un casier pour vol qualifié, cambriolage au deuxième degré et fuite pour échapper à une arrestation en 2016, tandis que Dixon avait de nombreux casiers criminels depuis 2012, y compris vol avec une arme dangereuse et introduction par effraction. Alors que Davenport écoutait les paroles du juge qui lui infligeait une peine de réclusion à perpétuité, il ne montrait aucune émotion, contrairement au désastre causé par ses actions. Cependant, l'affaire qui suit est encore une autre histoire de violence et de vengeance, montrant les aspects cachés de la vie de gang et l'impact qu'elle laisse sur les quartiers. Numéro 7. Abel Gallegos. Dans les rues criminelles du Colorado, peu de noms inspirés, autant de peur qu'Abel Gallegos, un membre de haut rang du notoire gang Crenshaw Mafia Bloods. Né et élevé dans les quartiers difficiles du comté de Jefferson, Gallegos semblait destiné à une vie imprégnée de violence et de crimes. Dès son jeune âge, il s'est impliqué dans les opérations des Crenshaw Mafia Bloods, une organisation impitoyable qui régnait sur les rues avec une autorité brutale. Pendant des années, les forces de l'ordre ont eu du mal à attraper Gallegos, dont l'ingéniosité et le talent pour échapper à la capture, mais son règne de terreur atteindrait un sommet horrifiant en novembre 2018, dans un acte de violence si odieux qu'il finirait par le mener à la justice. Tard dans la nuit du 5 novembre, le son du silence a été brisé par des tirs nourris. La victime était Simone Duran, 28 ans, dont la vie a été brutalement et sensiblement prise. Gallegos, avec ses associés Alonso Quintana et René Rosales, avait attiré Duran, une femme avec qui il avait connecté sur les réseaux sociaux, dans un piège mortel. Ce qui s'est déroulé ensuite était un acte de violence indicible. Duran a non seulement été agressé, mais aussi emprisonné à l'arrière d'un véhicule. Le trio l'a ensuite conduite vers un endroit sombre et isolé à 8e et Nile à Golden. Là, dans une démonstration glaçante de cruauté, Quintana et Gallegos lui ont tiré plusieurs balles avant de brûler ses restes. La communauté a été laissée sous le choc de cet acte insensé, alors que les amis et la famille de Duran étaient plongés dans le chagrin. L'enquête qui a suivi a révélé le motif sinistre derrière le meurtre. Simone Duran avait précédemment identifié Gallegos comme le tireur dans un crime séparé, se rendant sans le savoir cible de sa vengeance mortelle. Ce n'était pas simplement un meurtre, c'était un acte de vengeance calculé, un message à quiconque osait défier le pouvoir du gang. Malgré son histoire d'évasion de la justice, la chance de Gallegos a finalement tourné. Les forces de l'ordre, animées par une quête implacable de justice, ont réussi à l'appréhender, le confrontant au poids total de ses crimes. Monsieur et il demandent après elle chaque jour. Il se réveille au milieu de la nuit en pleurant pour elle. Alors que les preuves contre Gallegos s'accumulaient dans la salle d'audience, les détails horrifiques de ses crimes étaient exposés, ne laissant aucun doute sur sa culpabilité. Après des semaines de délibérations intenses, le jury a rendu son verdict. Coupable. L'ancien chef de gang craint maintenant de faire face à une vie derrière les barreaux. Dans un moment puissant, le juge a directement interpellé Gallegos, condamnant ses actions et l'impact profond qu'elles avaient eu sur la communauté. Le juge Philip McNulty, qui a présidé la sentence dans cette affaire, a exprimé son choc profond face au mépris total pour la vie humaine affiché dans le crime. Il a déclaré que Gallegos n'avait plus sa place dans la société. La peine était sévère, mais appropriée. La réclusion à perpétuité, avec 163 années supplémentaires pour s'assurer qu'il ne serait jamais libre. À travers tout cela, Gallegos est resté impassible, ne montrant aucun signe de remords pour les vies qu'il avait détruites. Mais cette prochaine affaire plonge encore plus profondément dans les esprits tordus de ceux qui choisissent la violence comme leur chemin, révélant la nature froide et implacable de la vie du mauvais côté de la loi. Numéro 16.
Pedro Espinosa. L'histoire de Pedro Espinosa est celle qui secoue le cœur de quiconque l'entend. Le 2 mars 2008, à Los Angeles, il a pris la vie de Jamel Shaw II, un joueur de football prometteur de 17 ans. La seule erreur de Shaw? Porter un sac à dos rouge de Spider-Man, que Espinosa croyait le relier à un gang rival. Alors que Shaw rentrait chez lui depuis le Beverly Center, il a été attaqué par 2 hommes hispaniques. L'attaque a été brutale et il a été abattu plusieurs fois. Malgré son transport d'urgence à l'hôpital, les blessures de Shaw se sont révélées fatales. Mais qui était Pedro Espinosa? Ce n'était pas n'importe quel criminel. Il était membre du notoire gang de la 18e rue et vivait aux États-Unis illégalement. Quelques mois auparavant, en novembre 2007, il avait été arrêté pour des accusations d'armes et pour avoir agressé un policier. Pourtant, dans un tournant des événements qui entraient la famille de Shaw pour toujours, Espinosa a été libéré de prison 4 mois plus tôt, le 1er mars 2008. Le lendemain, il a revendiqué la vie de Shaw. Avançons jusqu'au 9 mai 2012 et Espinosa était reconnu coupable de meurtre au premier degré. Juste 2 semaines plus tard, le 23 mai 2012, le jury le condamne à mort. Mais ce qui est le plus glaçant, c'est le comportement d'Espinosa lors de sa condamnation. Il est resté calme, presque détaché, sauf lorsque le juge lui a ordonné de payer les frais des funérailles d'Arcel de Shaw. Et cela semblait le toucher. Espinosa avait ouvertement admis aux autorités qu'il était prêt à tuer pour son gang, même si cela signifiait faire face à la peine de mort. Il se vantait même de vouloir se retrouver dans le couloir de la mort, le voyant comme un insigne d'honneur pour prouver sa loyauté. Malgré les arguments de son avocat selon lesquels Espinosa n'avait pas eu un procès équitable et avait une défense faible, le juge Ronald Rose est resté inflexible. Les preuves étaient claires. Espinosa avait minutieusement planifié le meurtre de Shaw et s'en vantait même par la suite. Le jour de la condamnation, les parents et amis de Shaw ont rempli la salle d'audience, tous vêtus de rouge. Mais ce n'était pas un symbole de gang. C'était une représentation du sang qui avait été versé. Jamel Shaw Sr., le père de la victime, a exprimé la douleur d'un parent qui avait investi tout dans l'avenir de son fils. Vous n'avez pas le droit d'exécuter quelqu'un et ensuite de plaider pour ne pas être exécuté, a déclaré fermement Jamie L. Shaw Sr. Sa vie avait été consacrée à préparer son fils à la grandeur. Nous pensions vraiment avoir une chance, a-t-il déploré. Mon fils était préparé pour réussir. Anita Shaw, sergent de l'armée américaine, n'était pas qu'une mère en deuil. Elle était une soldate appelée à faire face à l'impensable. Elle a raconté le moment où elle était en Irak, lors de sa 2e tournée, quand son commandant l'a convoquée avec la pire nouvelle qu'un parent puisse recevoir. Son fils avait été assassiné. « J'ai perdu le contrôle », a-t-elle avoué. Bien que les Écritures puissent appeler au pardon, Anita Shaw a admis « Je ne suis pas une personne aussi forte ». Tout au long de leur déclaration émotionnelle, Espinosa est resté immobile, évitant le contact visuel avec la famille. Le juge Rose a souligné qu'Espinosa avait été libéré de prison pour une accusation non liée peu avant le meurtre. Il avait été averti par un agent des conséquences sévères d'un comportement criminel supplémentaire, mais il avait choisi de l'ignorer. Avant que la condamnation ne se termine, le juge Rose a exhorté la famille Shaw à se concentrer sur l'éducation de leur fils de 13 ans, Thomas, qui était présent dans la salle d'audience. Dehors, Jamel Shaw Sr. a réfléchi à la façon dont la violence des gangs avait transformé le rôle de parent. « Vous ne les élevez plus », a-t-il dit avec un cœur lourd. « Vous essayez de les garder en vie. » Le meurtre de Jamel Shaw II n'a pas seulement dévasté une famille, il a déclenché une tempête de débats politiques sur Los Angeles en tant que ville-refuge. La controverse tournait autour de l'ordre spécial 40, une politique conçue pour protéger les communautés en empêchant les responsables locaux de questionner le statut d'immigration des résidents. Et je ne pouvais tout simplement pas comprendre pourquoi un membre de gang sortirait juste et prendrait la vie de quelqu'un. Je veux dire, le débat continue, mais une chose reste certaine, la vie de Jamel Shaw II a été volée bien trop tôt. Numéro 5. David Adam Patt. David Adam Patt, un homme dont l'apparence seule pourrait vous donner des frissons, se dresse comme une figure hantée à Lancaster. Avec une langue fendue et des tatouages portant les inscriptions 974 et Satan gravés sur son front, Pat portait fièrement les marques du gang des gangsters disciples. En octobre 2013, Pat a attiré Ricky James, 33 ans, dans les bois sous le prétexte de partager du vin. Ricky James, un homme avec un penchant pour l'alcool, était vulnérable lorsqu'il buvait, faisant souvent confiance aux mauvaises personnes. Cette nuit froide et fatidique, sa confiance est tombée entre les mains d'un homme possédant une collection de couteaux et de masques chez lui,
un homme qui s'assurerait que Ricky James ne verrait jamais le lever du soleil. James n'était pas étranger aux difficultés, mais rien ne l'aurait préparé à ce qui l'attendait dans ces sombres bois. Pat était préparé et armé d'un couteau de boucher, étrangement similaire à celui brandi par Michael Myers dans les films Halloween. La brutalité du crime a envoyé des ondes de choc à travers la communauté. Dans la salle d'audience, la douleur était palpable, alors qu'Antoine James, le frère de Ricky, tremblait de rage. Il exigeait que Pat le regarde en parlant, mais le juge a refusé sa demande, forçant Antoine à diriger ses mots vers l'arrière de la tête de Pate. L'horreur ne s'est pas terminée avec le coup de couteau. Pat a tenté de dissimuler son acte horrible en cachant le corps de James près d'un buisson, où il a été découvert par des enfants un mois plus tard. Lorsqu'il a été interrogé par la police, Pate a froidement avoué ses intentions. Il prévoyait de trancher la tête de James de son corps et de revenir sur les lieux pour cacher le corps, poussé par un désir de tuer à nouveau. Il semblait vouloir attacher James avec une corde du cou aux chevilles, dans l'intention de traîner le corps jusqu'à un ruisseau voisin. Cependant, son état d'ébriété l'a laissé trop épuisé pour terminer le travail. L'histoire criminelle de Pat était longue et troublante. Depuis l'âge de 17 ans, il était entré et sorti de prison pour cambriolage et d'autres infractions. Au moment de son arrestation, il était déjà derrière les barreaux pour conduite désordonnée, mais il n'a pas fallu longtemps aux autorités pour le lier au meurtre de James. Les preuves étaient accablantes. Plus de 20 couteaux, plus de 20 masques et de l'ADN qui le liaient directement à la scène du crime. Même sa famille ne pouvait ignorer les signes. Ils ont signalé avoir vu Pat couvert de sang, tentant de brûler ses vêtements après le meurtre. Depuis son arrestation, Pat n'a montré aucun remords. En fait, il souriait souvent en se remémorant les coups qu'il avait infligés à Ricky James. Son seul regret ? Ne pas avoir pu blesser davantage sa victime, parce qu'il ne pouvait pas trouver la bonne lame de scie parmi les nombreux couteaux dans sa chambre. La confession factuelle de Pate à la police était aussi glaçante que son crime. « Je n'ai tout simplement pas pu passer à travers l'os », a-t-il déclaré, avec le même ton décontracté qu'on pourrait utiliser en commandant le petit déjeuner. Les psychiatres qui ont évalué l'état mental de Pat n'ont trouvé aucun signe de folie, le jugeant compétent pour être jugé. Ses actions ont choqué la communauté, laissant même ses frères le qualifier de diable. À la fin, Pat a avoué le meurtre et a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Sa réaction ? Une expression vide, dépourvue de tout regret, un dernier témoignage d'un homme qui ne ressentait rien pour la vie qu'il avait si brutalement prise. Maintenant, nous plongeons dans une affaire choquante impliquant un groupe d'au moins 5 membres de gang responsables du meurtre sauvage d'un adolescent innocent. Numéro 4. Le meurtre de Lisandro Jr. Guzman. Le 20 juin 2018, Leandro Jr. Guzman a quitté son appartement du Bronx avec l'intention de rencontrer un ami, mais lorsqu'il a aperçu 4 voitures, la peur l'a saisi et il a commencé à courir. Les membres du gang impitoyable et implacable l'ont poursuivi dans la rue. Désespéré, Junior a cherché refuge dans une bodega sur Bathgate Avenue, une petite épicerie qui aurait dû lui offrir sécurité. Au début, le propriétaire de la bodega a hésité, ne sachant pas ce qui se passait. Mais alors que la terreur de Junior devenait évidente, le propriétaire a cédé et lui a permis de se cacher derrière le comptoir. Malheureusement, cela n'a pas suffi. Un des gangsters a repéré Junior, l'a traîné dehors et l'a livré au groupe qui attendait. Ce qui a suivi a été une attaque horrifiante avec des machettes et des couteaux. Junior, se battant pour sa vie, a essayé de s'échapper à nouveau dans le magasin, mais a été forcé de sortir une fois de plus. La scène brutale a été capturée par des vidéos de surveillance et des téléphones portables, montrant Junior titubant hors de la bodega, saignant et courant vers un hôpital à seulement un pâté de maison. Tragiquement, il s'est effondré près de l'hôpital et a succombé à ses blessures. Le motif derrière ce meurtre horrible ? Un tragique cas d'identité erronée. La cousine d'un membre du gang, Stéphanie Axio, et son petit ami, Irving Ozuna, étaient impliqués dans une vidéo mettant en scène un acte intime. Craignant pour son petit ami, Stéphanie a faussement identifié Junior comme l'homme de la vidéo, simplement parce qu'il ressemblait à la personne réellement impliquée. Pour attirer Junior dans le piège, elle a trompeusement demandé à emprunter de l'argent. Ce meurtre insensé a déclenché l'indignation du public, le hashtag Justice for Junior devenant viral sur les réseaux sociaux. Les autorités ont rapidement arrêté 14 membres du gang Trinitarios. Parmi eux, les 5 agresseurs de la vidéo, Janiki Martinez Estrella, José Muniz, Elvan Garcia, Manuel Rivera et Antonio Hernandez, ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré, de meurtre au deuxième degré, d'agression de gang et de conspiration. Leur punition ?
des peines de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Lorsque les derniers membres du gang ont été condamnés en janvier 2023, ils n'ont montré aucune émotion. Le meurtre de Leandro Guzmán Feliz a envoyé des ondes de choc à travers la ville, suscitant la peur et des demandes de meilleures mesures de sécurité. Cette tragédie a conduit à la proposition de la loi Junior, une mesure visant à installer des boutons d'alarme dans les petites entreprises pour empêcher que de telles horreurs ne se reproduisent. Pourtant, malgré la dévastation qu'ils ont causée, aucun des impliqués n'a montré de remords. Mais dans l'incident suivant, nous rencontrons un cas où le coupable a exprimé des regrets pour son crime. Numéro 3. Tariq Jackson. L'histoire de Tariq Jackson est un récit sobre sur la façon dont la vie de gang peut entraîner des conséquences dévastatrices. En 2015, à Ypsilanti, dans le Michigan, Jackson a été reconnu coupable du meurtre de Keandre Duff, 20 ans, un crime enraciné dans la rivalité violente entre le gang Ypsilanti Rack Life et leurs ennemis, BOH, et tout cela dans le but de répondre à une récente augmentation de la criminalité et de la violence des gangs. En tant que membre de Rack Life ou de son émanation, Finesse Gang, Jackson s'est retrouvé embourbé dans le monde mortel de la violence des gangs. Mais ce qui rend cette affaire remarquable n'est pas seulement le crime lui-même. C'est le moment de réflexion qui est survenu lors de la condamnation de Jackson. Alors que la salle d'audience tombait dans le silence, Jackson s'est tourné vers la famille de Duff, offrant des excuses qui portèrent le poids de ses regrets. Il a parlé des dures réalités de la vie de gang, admettant que le chemin qu'il avait choisi ne valait ni les 16 années de prison ni la menace imminente de la mort. Ces mots étaient un rappel frappant que l'attrait de la vie de gang mène souvent à rien d'autre qu'à la douleur et à la perte. La mère de Duff, Marquita Claiborne, s'est alors adressée directement à Jackson. Dans une démonstration extraordinaire de grâce, elle lui a dit qu'elle lui avait pardonné et l'a exhorté à chercher le salut à travers Dieu. Jackson, visiblement ému, a hoché la tête en l'écoutant, absorbant ses paroles. Lorsqu'on lui a donné la chance de s'exprimer, il a réitéré son remords. « C'était le mode de vie que j'avais choisi de vivre », a admis Jackson, réfléchissant à ses choix passés. « J'étais jeune, en colère, plein de fierté, pris dans les rues, au milieu des gangs, je pensais que c'était le meilleur choix à faire. » Jackson a également évoqué le souvenir obsédant de Keon Washington, un adolescent de 17 ans, dont la vie a été tragiquement détruite lors d'une fête à l'été 2014. Bien que Duff ait été accusé du meurtre de Washington, l'affaire a été classée en raison de preuves insuffisantes. Jackson, clairement tourmenté par cette affaire non résolue, a exprimé sa tristesse pour la mère de Washington, qui n'avait toujours pas vu justice pour la mort de son fils. « Cela fait 4 ans, a déclaré Jackson, sa voix lourde de regret. Elle n'a pas obtenu justice ni paix d'esprit pendant que le tueur de son fils est toujours libre. » Dans un moment qui a profondément résonné, Claiborne s'est également tournée vers la mère de Jackson, lui offrant ses prières et son réconfort. Les deux femmes se sont embrassées après la déclaration de Claiborne, un puissant symbole du chagrin partagé et de l'humanité qui transcende même les circonstances les plus tragiques. La plaidoirie de culpabilité de Jackson ne se limitait pas au meurtre au 2e degré. Il a également admis un vol à main armée, des accusations d'armes et avoir menti sous serment. Pour ces crimes, il a été condamné à 17 à 40 ans de prison, une peine qui reflète la gravité de ses actes et l'impact dévastateur de ses choix. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ensuite de rançon, nous rencontrons un condamné qui a trahi même ceux de son propre gang, menant à un meurtre qui a choqué tous les impliqués. Numéro 2. Lee Manuel Rios. L'affaire de Lee Manuel Rios révèle le côté sombre et traître de la vie de gang, alors que le riche Lee Rios, 25 ans, a été condamné aujourd'hui à la réclusion à perpétuité. En 2015, Rios a été reconnu coupable de meurtre au 1er degré pour l'assassinat de sang-froid de Kenneth Lopez, 18 ans, à Springfield, dans le Massachusetts. Rios et Lopez étaient en tous deux membres du notoire gang des Latin Kings, mais une rupture amère entre les deux a conduit à une tragédie irréversible. Ce qui rend cette affaire encore plus captivante, c'est la trahison qui s'est déroulée au sein même de la famille Rios. Nelson Rios, le propre frère de Lee, a témoigné contre lui. Dans un témoignage qui a choqué la salle d'audience, Nelson a révélé que Lee avait avoué avoir tiré sur Lopez dans le dos avec un pistolet de calibre 38. Cette confession n'était pas seulement un moment de rivalité fraternelle, c'était une décision calculée de Nelson qui avait conclu un accord avec les procureurs pour alléger ses propres accusations liées aux armes à feu. Mais le réseau de ce crime s'étend encore plus loin. 3 autres individus, Valérie Medina, Daryl Self et Jonathan Guevara, se sont retrouvés impliqués dans les conséquences du meurtre de Lopez.
Ces résidents de la ville, tous connectés à Rios, ont été accusés de conspiration dans le meurtre et d'être complices après le fait. Les détails de leur implication, bien que flous, peignaient sur le portrait d'un groupe soudé prêt à aller à des extrêmes pour protéger l'un des leurs. Alors que le processus juridique se déroulait, les trois ont plaidé non coupables devant la Cour supérieure, mais ont été confrontés à la réalité de nouvelles dates d'audience. D'ici là, ils restaient pendant derrière les barreaux, avec une caution fixée à 50 000 $ en espèces pour Guevara, 15 000 $ en espèces pour Self et un choix de 15 000 $ en espèces ou 150 000 $ de garantie pour Medina. Guevara était détenu à la prison du comté de Berkshire, à Pittsfield, aux côtés de Lee Rios. Les crimes de Lee ne s'arrêtaient menséto pas au meurtre. Son casier judiciaire était de jonché d'accusations de vol, d'infractions liées aux drogues et d'autres crimes graves. Lorsque le verdict final a été rendu, Rios a été condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, un sort qui l'a laissé impassible et sans émotion, alors que la peine était lue à haute voix. Mais à mesure que nous avançons, l'histoire ne fait que s'assombrir. Cette prochaine affaire inclut une réaction dramatique rarement vue dans une salle d'audience. Numéro 1. Liddell, Maynard Sparks. Les événements qui se sont déroulés le matin du 22 juin 2020 à Columbus, en Géorgie, ont pris un tournant sombre et inattendu. La police a d'abord été appelée à l'intersection de la 17e avenue et de la Nina Street, avec des rapports concernant un garçon de 9 ans gisant mort sur la route. Mais lorsque le sergent Walter Haywood est arrivé sur les lieux vers 7h30, ce qu'il a trouvé était loin de ce à quoi il s'attendait. Là, face contre le trottoir, ne se trouvait pas un enfant, mais un homme adulte, vêtu de shorts, d'un t-shirt et de chaussettes, mais sans chaussures et surtout sans identification. La victime a ensuite été identifiée comme étant Travis Henry Jr., 22 ans, originaire de Montgomery, Alabama. Comment Henry s'est retrouvé là, abattu au torse et sans sa BMW noire, était un mystère au départ. Les pièces de ce puzzle ont commencé à s'assembler lorsque les autorités ont trouvé Liddell Maynard, alias Tropa Sparks, ainsi que Wayman McMillian, Kia Sumter et Tarona Horton, orchestrant un plan mortel. Sumter et Horton avaient attiré Henry à Columbus, préparant le terrain pour un vol et un meurtre qui se terminerait en tragédie. Sparks, qui n'avait que 21 ans à l'époque, faisait face à des accusations de meurtre au premier degré, de vol à main armée, d'utilisation d'une arme à feu pour commettre un crime et de possession d'une arme à feu alors qu'il était en probation. La salle d'audience était tendue alors que Macmillan, Sumter et Horton prenaient la parole, chacun désignant Sparks du doigt, témoignant qu'il était celui qui avait tiré le coup fatal. Malgré leurs déclarations accablantes, aucun n'a admis avoir planifié le vol, laissant un nuage d'ambiguïté sur les procédures. L'avocat de la défense de Sparks a saisi cette incertitude, notant que la scène du crime ne correspondait pas à un vol typique. Une liasse de billets et un collier en argent cassé ont été trouvés à côté du corps de Henry, soulevant des questions sur le véritable mobile derrière le meurtre. Malgré ces arguments, Sparks a finalement été reconnu coupable de toutes les accusations et condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Mais le drame ne s'est pas arrêté là. Son propre avocat a pris la parole et a admis qu'il était coupable et qu'il devrait être derrière les barreaux. Après sa condamnation, Sparks a demandé à s'adresser à la cour. Ce qui a suivi a été une explosion de défis, dans laquelle il a critiqué tout le monde, de son propre avocat au juge et au procureur. Il a remis en question la crédibilité des témoignages des témoins et a même accusé la famille Sato de la victime, maintenant son innocence et insistant sur le fait qu'il était condamné à tort sur la base de mensonges. L'explosion de colère de Sparks a laissé la salle d'audience divisée. Certains membres de sa famille sont sortis en signe de protestation, tandis que d'autres ont réagi par des rires, semblant peu affectés par la gravité de la situation. Le juge, ne souhaitant pas s'attarder sur le chaos, a rapidement mis fin à l'audience et est passé à l'affaire suivante, laissant Sparks face à son destin. Merci d'avoir regardé et nous vous retrouverons à la prochaine.